c'est vrai qu'on était très peu de femmes et c'était un métier voilà, très très masculin. Donc il y a eu des clubs où j'ai été très mal reçue. Bien évidemment, il y aura Madonna, qui est une expérience incroyable. On va en parler d'ailleurs. Voilà. Il y a le fait que je sois partie mixer en Afghanistan, à Kaboul. Je mixe et puis là, tu te retrouves, t'as Kate Moss, t'as U2, enfin tu vois, t'as des gens. Ouais, bah là tu passes, soirée, ouais, là, tu passes dans une sphère complètement différente. Quand j'étais enceinte, parce que j'ai mixé jusqu'à mes 8 mois de grossesse. Ouais, j'ai vu Donc ça. le dernier festival, il y avait quand même 20 000 personnes. Attends. Tu mixes devant 20 000 personnes alors que tu es enceinte de 8 mois. Ouais. Et ça peut être un petit copain, une meilleure amie, n'importe. Malheureusement, il n'y a pas trop de règles, mais quand c'est toxique, c'est toxique. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir Maëva Carter. Bonjour Maëva. Bonjour. Maëva est une DJ, productrice et véritable showgirl. Maëva a mixé sur les plus grandes scènes du monde, collaboré avec des artistes internationaux et fait vibrer des milliers de personnes aux quatre coins du globe. De la télé à la musique, son parcours est aussi atypique qu'inspirant. Elle est aujourd'hui là pour nous parler de son parcours, de sa carrière, de sa vie, de ses échecs, de ses réussites et de son lien avec Montpellier. Une interview à ne pas manquer. Maëva, c'est un plaisir de te recevoir ici. Merci. Première question qui est la même à chaque fois, que représente Montpellier pour toi? Beaucoup de choses. Pour moi, c'est mon petit cocon. Ça représente les amis, le soleil, la joie de vivre et mon confort. C'est vrai que je voyage énormément aux quatre coins du monde. Et même si des fois, il a fallu, pour des raisons professionnelles ou personnelles, partir habiter dans un autre pays comme la Chine, les Pays-Bas, je suis toujours revenue à Montpellier. C'est vraiment là où je me sens le mieux et où il faut bon vivre. Donc voilà. On va commencer ton parcours par le début, le commencement. Donc, tu as un parcours atypique entre la télé, la musique, la scène. Si on revient au tout début, c'était quoi ton rêve quand tu étais enfant? Alors quand j'étais enfant, je voulais être vétérinaire. Ok. Voilà, je voulais m'occuper des animaux, surtout dans tout ce qui était safari, les animaux de la jungle, donc rien à voir. Et voilà. Tu as commencé à être reconnu par une émission de télé-réalité, L'île de la Tentation. Mhm. Quelle a été cette expérience à l'époque? Comment tu y as vécu et tu t'attendais quoi en y allant au départ? Déjà à la base, j'avais pas envie d'y aller, donc c'était pas pour moi. Je me disais ah non, une émission de télé. Et puis au final, la dame qui me castait, elle m'a vraiment convaincue et j'ai dit bon, allez, ça c'est vraiment ma philosophie, c'est que j'aime faire les choses par expérience et de me dire tu le fais et tu verras bien ce qu'il en ressort. Et j'y suis allée, je me suis dit bon, Maë, t'as 20 ans, tu pars au Mexique, Cancun, tout frais payé et en plus payé, tu verras bien. J'y suis allée. Et au final, j'ai rencontré des potes plus qu'autre chose. L'expérience en elle-même, du contexte, l'île de la Tentation, c'était pas moi. Donc c'est vrai que j'étais plus dans mon coin. Mais par contre, mon côté fêtarde, ça m'a bien plu et bien ressorti. Parce que toutes les vidéos qui sont sorties, c'est moi en train de faire la fête et ça me ressemble bien. Mais voilà, c'était une bonne expérience. Mais c'est vrai que de suite après l'émission, pareil, je suis rentrée vite à Montpellier et j'ai repris ma vie totalement normalement. Je ne suis pas restée à Paris pour faire d'autres émissions ou faire tout ce qui était un peu presse. Et ça a eu un impact quand même sur ta vie et sur ta carrière, cette émission? Ouais, tout a commencé par cette émission parce que du coup, même si je suis rentrée à Montpellier directement après l'émission, j'ai été repérée par une agence de mannequins en Chine. D'accord. Et donc plutôt modèle parce que j'avais pas la taille, mais en tout cas j'avais le physique et du coup j'ai dit allez go, pourquoi pas, encore une expérience. Une expérience. Et donc c'est vrai que je suis une fonceuse et donc j'ai pas réfléchi et je suis partie grâce à l'émission, parce qu'elle m'avait reconnue grâce à l'émission, 1 an en Chine pour faire cette expérience de modèle. Dans quelle ville en Chine? À Guangzhou principalement. Et après on partait un peu à Hong Kong, à Shenzhen, j'ai fait Macao aussi. Donc voilà, c'était une très belle expérience, mais encore une fois, c'était pas pour moi. Une fois que j'étais là-bas, j'ai pas accroché avec le métier. Je m'ennuyais, sauf que c'est là-bas où j'ai rencontré 2 DJ
français et de surcroît montpelliérain. C'est fou. C'est incroyable. Donc déjà, il faut savoir que bon, ben, j'avais 22 ans, donc c'était, je crois, en 2008, quelque chose comme ça. On n'avait pas encore les réseaux sociaux, enfin, c'était le début Oui. de Facebook. Instagram, je crois que c'était même pas encore créé. Donc rencontrer des Français en Chine et de surcroît des Montpelliérains, pour moi, j'étais là, je dis waouh, trop bien. Et bah, comme je suis une curieuse de tout, c'est là que je leur ai dit, mais moi j'adore la musique, j'ai aucune connaissance, mais par curiosité, j'aimerais bien apprendre à mixer. On a sympathisé, Juste quand tu dis que tu n'as aucune connaissance, tu avais zéro base. zéro. Genre, s'il y avait une possibilité d'avoir -10 en notes en musique, c'était C'est moi. moins 10. Voilà, c'était vraiment, j'étais une cancre. J'avais même des problèmes avec la prof de musique à l'école. Pour la flûte et les chants. Oui, oui, pour la flûte et tout. Non, mais j'avais vraiment, je me faisais virer des cours. Parce que trop déconcentré, tu n'arrivais pas à Ouais, passionner ça. j'étais Ok. dissipée, je révisais pas, je chantais pas, ça me passionnait pas, ça me stimulait pas. Donc j'étais vraiment, D'où le moins 10. d'où le -10, vraiment. D'accord. Mais voilà, là je les rencontre et par curiosité, je leur dis, les gars, j'ai trop envie d'apprendre à mixer. Ils m'ont dit, bah écoute, si t'es vraiment motivé, quand tu rentreras à Montpellier après ton expérience de modèle, tu nous contactes et à ce moment-là, on t'apprendra. Fou. Je suis rentrée, je suis restée en contact avec eux. Je crois que c'était une semaine après que je sois rentrée de Chine. Et je leur dis, les gars, je veux apprendre à mixer. Et donc, je suis allée chez eux et ils m'ont appris à mixer. Je crois que la première journée, j'ai fini, j'étais en pleurs, tellement qu'en fait, il y avait d'informations et j'étais fatiguée. En fait, mon cerveau, il en pouvait plus. Mais j'étais tellement passionnée que le troisième jour, en fait, j'ai acheté mes platines vinyles et j'ai jamais arrêté. Tu es tombée amoureuse. C'est un coup de cœur Ouais, ça m'a sur le moment. stimulée et en fait j'étais là tout le temps, tout le temps, tout le temps à travailler à la maison, dans, dans mon salon avec mon canapé. Incroyable. Ouais, incroyable. Et c'est un beau message aussi pour tous les gens qui se prennent de passion pour ça et qui Mm, peuvent mm. se dire, en fait, on peut en faire notre métier si on s'accroche. Alors au début, je me suis pas dit ça va être mon métier. Au Tu as fait ça début, par passion, juste. ben en fait même pas, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai fait ça pendant 3 jours, ils m'ont appris. En plus c'était alors, parce que vraiment j'avais des puristes, donc c'était platine vinyle et sur de la funk. Ah ouais. En fait, ils se sont dit, si vraiment tu veux faire ça, nous, on veut être sûr qu'en fait, tu vas apprendre les bases et que tu sais pas juste pour la fame et tout. Même si au début, il y avait très très peu de meufs, on était, je crois, 4 femmes vraiment à se lancer dans le DJing En ou à être un France? peu connues, ouais. D'accord. Donc, en tout cas, même moi, que je connaissais, hein, il y avait DJ Paulette, Nikki Bellucci, enfin voilà, c'était vraiment... Et donc, ils m'ont appris vraiment avec des bases funk vinyle. Donc, j'ai acheté mes platines vinyles. J'ai commencé chez moi avec mon virtual DJ, mon Serato vinyle. Et j'ai galéré et j'ai essayé de comprendre et je me suis entraînée. Mais je me suis dit, c'est pour moi, un kiff pour moi. D'accord. Donc, je continuais mon J'adore. métier de barman à Montpellier. Je kiffais ma vie, je kiffais dire à mes potes, venez à la maison, nanana, je mixe. Jusqu'au jour où en fait il y a eu la création de Facebook et donc je me suis dit bah vas-y je vais créer mon Facebook et chercher un nom de DJ parce que mon nom c'est pas Carter. Avant de revenir à cette interview, j'aimerais te présenter le but de ce podcast. Je ne sais pas toi, mais nous, chez Ville Lumière, on a marre qu'en France, on pense que tout se passe à Paris, que seuls les Parisiens réussissent et que tout a lieu dans notre belle capitale. On en a marre des préjugés, clichés, qui empêchent certains d'avoir de grandes ambitions et qui peuvent créer des complexes d'infériorité. On en a marre de ces idioties et de dire qu'il n'y a qu'une seule manière de réussir. C'est pour ça que chez Ville Lumière, l'intention est de te montrer qu'il y a des personnes exceptionnelles qui viennent de province. Des hommes et des femmes avec des parcours incroyables qui viennent de chez toi. Et pour cette première année, nous avons décidé d'aller dans la magnifique ville du Sud, Montpellier. Une ville dynamique, jeune, très sportive, mais surtout avec de nombreuses personnalités très inspirantes. Montpellier mérite d'être mise en lumière. L'idée est que tu t'assoies avec nous pour kiffer ce moment et comprendre ces personnalités, leur vie, leur fonctionnement, leur réussite et leurs échecs. La volonté, c'est d'apporter un max de valeur, mais surtout, faire passer le message que tout est possible. Qui que tu sois, où que tu sois. Avec ces épisodes, tu vas retrouver un format long, brut, du genre que tu peux écouter à la salle de sport, en voyage ou quand tu as besoin d'un boost d'inspiration. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Cela compte énormément pour nous. Cela nous permet d'avoir des invités incroyables, mais souvent très durs d'accès. En tout cas,
Si tu t'abonnes, je t'en suis très reconnaissant. Et on va t'envoyer du contenu de fou avec beaucoup de force. Et je m'étais dit, imagine demain, je deviens connue et c'est mon vrai nom de scène. Peut-être que je vais avoir des fans un peu psychopathes et qui vont me retrouver. Et du coup, il faut que je trouve un nom de scène. Donc, avec mes potes qui m'avaient appris à mixer, on a essayé de trouver un nom de scène et on est tombé sur Carter. On dit, ah ouais, Maëva Carter, Ça jette. ça claque et tout. Donc, du coup, sur Facebook, j'ai mis Maëva Carter. J'avais fait une sorte de flyer et tout. Et j'ai un pote DJ qui m'appelle et qui me dit, Maë, j'ai vu que tu étais DJ et tout, faut absolument que tu me rendes un service. Et je lui dis, ouais, mais ça fait 3 mois que je mixe dans mon salon. Enfin, j'ai jamais mixé. Ah, le service était d'aller mixer. Voilà. Et lui, il me dit, non, non, mais je sais commenter, je sais que tu fais les choses à fond et que si demain tu viens, tu vas tout défoncer, nanana. Pareil, j'ai dit, vas-y, je suis une fonceuse, je relève le défi. Et j'y suis allée Donc ça faisait, alors attends, résumons. 3 mois. Ça faisait 3 mois que tu touchais des platines, Ouais, tu avais zéro expérience dedans et tu t'es zéro. retrouvé à mixer dans une soirée. 3500 personnes. Ah oui, pas une petite soirée. Pas une petite soirée, il avait juste omis de me dire qu'il y avait 3500 personnes. J'arrive, c'est un complexe de ouf, c'est le Galaxy à Valence. Je suis avec mes platines vinyles et là, je vois 3500 personnes. Donc boîte de nuit, Boîte de nuit, 3500 personnes, 3500 personnes. première expérience. Première expérience. T'es dans quel état à ce moment-là? Euh, je suis pas bien du tout. Je me dis, mais comment je vais faire? Et puis surtout qu'à l'époque, bon ben voilà, aucune expérience. Je laissais les sons jusqu'à la fin. Enfin, pour moi, c'est rien que d'y penser, j'ai des flashs et je pense qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Mais je me souviens juste d'un truc, c'est que à ce moment-là, quand j'ai fini de mixer, c'est là que j'ai compris le sens du mot passion et de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Ce déclic où tu te dis, c'est bon, c'est ça que je veux faire dans la vie. Tu vois? Ça t'a Ouais, ça t'a amené à un déclic de ce moment, je veux le revivre ouais, et je veux en faire mon métier. c'est ça. J'ai ressenti quelque chose en disant, c'est ça, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. Tout souvent, on est en train, enfin, j'ai eu énormément de métiers, je crois que j'ai fait pratiquement tout, presque tout. Et c'est pour ça que je suis très curieuse dans la vie, parce que je voulais trouver qu'est-ce qui allait me passionner. Et à chaque fois, je me disais, ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Et j'essayais, et jusqu'au moment où là, j'ai fait, ok, c'est ça. Incroyable. Ouais, Cette soirée, elle s'est bien passée. elle s'est très bien passée. D'accord. Et c'est quoi, là tu parles de déclic et de passion, c'est quoi concrètement qui t'a fait vibrer à ce moment-là et qui t'a fait te dire je veux vivre ça dans les futures années? C'est cette sensation, je pourrais, enfin, je sais pas si on peut vraiment l'expliquer, je pense qu'il faut vraiment le vivre, où on le sent. Tu as quelque chose qui se passe en toi. Euh, c'est de l'adrénaline, c'est en même temps du stress, mais enfin, c'est pas anxiogène en tout cas. Et je sais pas, j'ai ressenti quelque chose en mode, mais c'est ça que je veux faire. Et je pourrais pas t'expliquer plus. C'est un déclic que tu as en disant, waouh, je Man- veux revivre ça tout le temps. Magnifique. Du coup, le début de la carrière de Maëva Carter. Et après, c'est quoi les étapes marquantes que tu as eues dans ton début de carrière de DJ? Bah déjà, bon, la première expérience, quand c'est le déclic, c'est beaucoup de frissons. Et là, tu te dis, ok, là, je vais travailler comme Parce que c'est que le début, là, t'es qu'à Là, 3 c'est que mois. le début, voilà, ça fait que 3 mois que je mixe, c'est ma première date, donc comment mettre tout ça en place. C'est ça. Donc là, ben, j'essaye de développer Facebook, donc en mettant vraiment Ok. concrètement que je suis Maëva Carter, que je mixe, en remettant des photos de la soirée, voilà. Et ensuite, la magie des réseaux sociaux, même si à l'époque, ça venait de commencer. Cette fille, enfin cette dame qui m'avait castée donc, pour l'île de la Tentation, m'appelle. J'étais restée en très bon contact avec Endemol et TF1. Et elle me dit, j'ai vu que tu étais DJ maintenant et tout. Je dis, bah ouais, ouais, je me suis lancée, je suis trop contente. Et elle me dit, mais c'est fou parce que en fait, je viens de me marier avec un DJ. Et justement, là, il fait son clip. Et du coup, ben, ça lui a donné envie de mettre une DJ femme dans son clip. Elle me dit, est-ce que tu es OK? Maëva, toujours OK, fonceuse, bien sûr, bien Expérience. évidemment. On fonce. Expérience, je fonce, j'arrive. Et il s'avérait que c'était Antoine Clamaran. Ok. Donc à l'époque, voilà, DJ emblématique C'est ça. français. Pour ceux qui ne connaissent pas, très grand Voilà, DJ. très très bon DJ. Donc c'est du niveau Martin Solveig, En David effet. Guetta, Joachim Garraud.
Et donc moi, je suis toute stressée, comme ça, des étoiles dans les yeux. Je fais le clip, donc très très contente. Et en fait, on sympathise. Et là, du coup, grâce à cette expérience, ben, il devient mon parrain dans la musique. Et il va me prendre sous son aile pour pouvoir ben, justement me lancer dans le milieu. C'est quand même allé très vite, Ouais. le démarrage de ta carrière. Et entre le moment où tu décides d'apprendre ce métier et le Mm, mm. moment où en fait tu es sous le feu des projecteurs, il y a peu de temps. Il y a peu de temps. Alors après, je t'avoue que j'ai plus la notion du temps parce que donc je me suis lancée en 2009. Il s'est passé tellement de choses que je crois que mon cerveau, il a oublié quelques parties. Mais oui, oui, je pense que ça allait très, très, très rapide. Et puis grâce à Antoine, du coup, ben, j'ai pu avoir de la visibilité. Et puis bon, à l'époque, du coup, il y avait un groupe de French DJ. Donc il y avait Michael Canitro, Tristan Garner, Grégory Klossman, Tony Romera, Snake à l'époque. Ils étaient tous dans les mêmes studios. Donc c'est vrai que moi j'étais l'une des seules et rares femmes. Donc ils m'ont pris un peu tous sous son aile et j'étais un peu la petite sœur des gars quoi. Parlons-en un peu de cela. C'est vrai que le métier de DJ, c'est quand même un monde, et encore plus À à cette l'époque. époque-là, très masculin. Comment tu as réussi à te faire une place et imposer ton style dans cet univers très masculin? Alors ça a été très dur, ça a été une période pour moi très compliquée parce que je suis une femme qui s'assume pleinement et donc j'aime être sexy, je le revendique même, j'ai pas de problème avec ça et à l'époque je l'étais encore plus. Et c'est vrai qu'on était très peu de femmes et c'était un métier voilà, très très masculin. Donc il y a eu des clubs où j'ai été très mal reçue. Ou même, Ah ouais. ouais, ouais, il y en a un, je me rappellerai toute ma vie. J'étais à Albi, c'était mes débuts. Le DJ qui mixait avant moi, donc là, il met toutes les cartouches. Donc moi, j'arrive, je suis en stress parce que bon, c'est le début de ma carrière. Donc bon, ben, à l'époque, j'avais vraiment des playlists. Je me disais, il faut que je mixe ça à tel moment. Je suis sur platine vinyle, donc voilà. Et lui, il mettait tout et il était à fond, les BPM à fond, le son à fond. Et moi, je me dis, mais quel intérêt? Pourquoi vous m'avez pris C'est ce qu'il faut expliquer, c'est que dans cet univers-là, normalement, il y a une le sorte de warm-up? gentleman agreement qui fait Exactement. qu'on doit monter tout doucement C'est et ça. la guest qui arrive, elle est pas le très haut d'entrée et qu'elle puisse monter au fur et à C'est mesure. ça. Donc le DJ, normalement, qui est avant, il est censé jouer plutôt calme. D'accord. Ouais, donc là, Donc pas du tout le cas. pas du tout. Donc je me dis, waouh! Et je commence à avoir le stress qui monte et je suis pas bien parce que bon, bah, comme je sais que c'est un métier où voilà, je veux être bien vue malgré mon style vestimentaire et je veux pas être cataloguée. Donc je restais un peu à ma place. Et, euh, et là, je dis au DJ, quand il me dit, bon, bah allez, c'est à toi, je lui dis, ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Et là, il m'a clairement insulté. Ah ouais? Donc je sais pas si on peut dire le mot exact, mais en gros, Bon, pour tu peux. lui, c'était, non, mais de toute façon, t'es une fille, t'es qu'une pute, D'accord. voilà. Ah oui. Pff, bonne chance. Incroyable. Et là, je lui dis, ah ouais? Et j'ai jamais fait, enfin, bien sûr, j'en ai fait d'autres, mais ce jour-là, j'ai retourné le club comme jamais. En fait, j'ai dit, moi, je vais te montrer que je suis pas ce que tu prétends et que je fais ça pas pour la fame, mais parce qu'en fait, c'est mon métier et je vais te montrer que c'est ma passion et mon métier et que je suis capable de tout retourner. Et j'ai fait une date, mais je crois que j'ai mixé 1 heure de plus qui était prévu même. Les gens, c'était wow, c'était incroyable. Et à la fin, il est venu s'excuser. Il s'est excusé. Waouh. Il m'a dit ah, franchement, tu m'as vraiment prouvé que les femmes pouvaient être des vrais DJ et que en fait, tu n'étais pas que là pour la prestance et le côté fame. Voilà. C'est une belle histoire. Tu t'en es servi de force Je m'en suis au servi de final. force, ouais. Et tu penses que même dans ta carrière, le fait d'être une femme, tu t'en es servi en gros d'énergie pour montrer et prouver Ouais, que tu en étais capable? ouais, ouais. Ça a été, voilà, donc ça a été l'une des expériences au début pas ouf, mais bon, qui m'a permis de montrer qu'en fait, si, j'avais ma place dans ce métier-là. Il y a eu d'autres fois, hein, malheureusement, malgré, même encore aujourd'hui, ça peut arriver. D'accord, toujours, des fois, Mm. tu as l'impression de ressentir que le fait d'être une femme, ça peut être un peu, pas mal vu, mais Oui, bah, je un pense que quand déficit. surtout on se retrouve confronté à des hommes frustrés Ouais, qui, eux, n'ont pas eu la réussite bien sûr. Ouais. et le succès escompté de leur travail. Donc, du coup, je pense que c'est plus facile de rabaisser la femme
Parce que se dire, ah ouais, non, mais attends, comment ça se fait qu'elle, elle a autant d'ambition, de détermination, de réussite et de succès, alors que moi non? Alors qu'en fait, au lieu de lui se remettre en question et de se dire, ben, peut-être que toi, tu aurais dû peut-être travailler plus et te donner les moyens. Je tiens à souligner ce que tu viens de dire. Trop souvent, on a l'impression que se comparer et jalouser les gens, c'est normal. Des Mm. fois, c'est bien aussi de se recentrer sur soi et de dire qu'est-ce que j'ai à travailler et t'en es l'exemple en fait. Ben, pour moi, c'est ça, la jalousie, c'est ça pour moi. C'est des gens, en fait, qui voient le potentiel qu'ils n'ont pas dans la personne qu'ils ont en face d'eux. Et au lieu de se remettre en question et de s'inspirer en fait de la personne, de dire waouh, mais elle a fait tout ça, ou il, hein, n'importe, et de se dire mais grave, du coup je vais m'en inspirer pour pouvoir atteindre mon objectif ou mes rêves, bah, du coup c'est plus facile de rabaisser la personne et de la jalouser et de dire ah mais regarde, elle a fait ça, elle s'habille comme ça. Alors qu'en fait je pense que c'est le miroir que de se Bien dire sûr, ah ben nous on n'a pas bien sûr. on n'a pas ça et au lieu de se donner les moyens de l'avoir, c'est plus facile de rabaisser. Tu parlais d'inspiration. Mhm. Il y a des personnes dans ce métier qui t'ont inspiré et auxquelles tu voulais ressembler? Bah, en fait, tout le monde. Je m'inspire de tout le monde. Je trouve qu'il y a dans chaque personne que je rencontre, il y a du potentiel, même quand c'est pas dans mon métier. Ça peut être des influenceuses où je me dis, waouh, j'adore comment elles s'habillent, comment elles parlent. Enfin voilà, je m'inspire de tout le monde. Ok, Ouais. génial. Derrière, ta carrière explose Mhm. à bien des égards. Tu joues partout dans le monde. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelle était l'expérience la plus folle que tu aies sur scène, selon toi? Alors, j'en ai plusieurs en vrai, parce qu'elles sont toutes différentes et c'est pour ça que j'adore mon métier et que c'est vraiment plus une passion qu'un métier. Ouais, C'est que chaque expérience, même si je vais mixer peut-être 3 fois dans le même festival, c'est jamais la même énergie, c'est d'accord. jamais les mêmes gens, donc à chaque fois c'est quelque chose de différent et c'est ce que j'adore. Mais dans les plus folles, euh, bien évidemment, il y aura Madonna, euh, qui est une expérience incroyable. On va en parler d'ailleurs. Voilà. Il y a le fait que je sois partie mixer en Afghanistan, à Ouais, Kaboul, qui est quand même. Mais moi, quand je la raconte, des fois, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment fait ça pour des militaires français, c'est ça? pour des militaires? Une base? Enfin, c'est une base militaire où il y avait 40 nations, D'accord. mais j'ai été envoyée par les Français, ouais. Pour les Français, mais à la base, il y avait 40 nations, quoi. Donc, tu es parti dans ce pays qui était en guerre à ce En moment-là guerre, pour mixer pour des militaires. ouais, ça c'était fou. Ouais, C'était fou. Moi, je me rappelle quand on reçoit ce message, en plus sur Instagram. Non, mais c'est pour clair. vous dire comme quoi je suis Le vraiment une décalage. Française. Mais bon, des fois, mon agent essaye de me tempérer. Mais donc, on reçoit un message sur Instagram d'un militaire et qui nous dit bon, ben voilà, on va faire une soirée pour les militaires. Je suis déjà venue pendant mon temps de pause à une de tes soirées. J'ai tellement adoré qu'en fait, ben, j'ai proposé ton nom pour l'événement de cette soirée. Est-ce que ça te dit et tout? Donc moi, je pars d'un principe que ça va être en France, dans une soirée militaire, comme le bal des pompiers, quoi, tu vois. Et je lui dis, bah ouais, complètement et tout, ouais, avec mon agent et tout. Je me rappellerai toujours mon agent de l'époque qui m'appelle et il me dit, mais tu veux vraiment faire ça? Et moi, je lui dis, bah ouais et tout. Il fait, ah, ok, bon, t'es sûr? Je dis, bah ouais, ouais et tout. Il dit, bon, bah ok, bah, il faut qu'on achète des platines, il faut qu'on les envoie là-bas et tout. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je dis, mais pourquoi ils n'ont pas de platine? Il me dit, bah Maï, en Afghanistan, il n'y a pas de platine. Je dis, mais qu'est-ce que tu me parles de l'Afghanistan? Et donc là, il m'explique, non mais en fait, donc c'était à l'époque où c'était François Hollande, notre président. D'accord. Donc il a mis fin à la guerre pour les Français en Afghanistan, à Kaboul. Et donc il y avait le rapatriement de tous les militaires français. Et donc, en fait, normalement, quand ils font ça dans des pays en guerre, ça peut arriver qu'ils fassent une grosse soirée. Et la seule artiste française qui avait fait ça, c'était Patricia Cass. D'accord. Donc, C'est un peu leur soirée de départ, quoi. ouais, voilà. Bon, pas en Afghanistan, mais elle avait fait dans une autre. Voilà. Et donc là, ben, un mec était venu à une de mes soirées, il avait dit pourquoi on ferait pas Maëva Carter, une DJ, ça serait fou et tout. Et donc tout le monde avait dit waouh, une DJ, mais un truc de ouf. Et du coup, ça a été proposé au commandant, à François Hollande et tout ça, et tout le monde Tout le monde a a dit, validé. bah ok, si ça vous fait plaisir, c'est comme ça. Et donc moi j'étais en mode, je dis, mais c'est pas possible, c'est une blague. Donc moi,
À ce moment-là, j'appelle l'ambassade et tout. Je dis, est-ce que c'est vrai, nanana. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de révéler ces Ben ouais. infos-là. Et donc, du coup, ils m'ont dit, mais madame, non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse une soirée en Afghanistan? Donc, moi, j'ai dit à mon agent, je dis, à mon avis, c'est une blague. On va se retrouver en Afghanistan. C'est peut-être des gens Ouais. mal intentionnés. Et il me dit, non, 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 et tout, on a une lettre et tout, c'est signé, Kaboul, Afghanistan, nanana, tout est carré. Ok. Donc du coup, on est parti là-bas. On a dû envoyer donc des platines. On est parti là-bas. Je me rappellerai toute ma vie. C'était incroyable. Ouais, j'imagine. Incroyable. Déjà, tu prends un avion, tu fais Montpellier-Paris, Paris-Dubaï. Une fois que tu arrives à Dubaï, tu es là, tu vois, truc de ouf. Parce que moi, à l'époque, Dubaï, je Ouais. connaissais pas. Sauf que là, Dubaï pour aller à Kaboul, en fait, tu prends un petit bus, mais qui t'amène vraiment au loin, tu vois, t'es puni, tu vois, c'est vraiment dans un coin de l'aéroport où on n'était pas beaucoup. Là, il fallait que je m'habille, voilà, que je mette le voile, là, il fallait plus rigoler, D'accord. parce que c'était la fin, pour nous, les Français, la guerre, enfin, parce qu'il voilà, le rapatriement, mais il y avait encore la guerre. Ouais. Donc là, il fallait pas rigoler. Et donc, du coup, voilà, le voile, habillé tout en noir. Et là, même là, je sentais le regard des hommes sur moi. Et j'étais vraiment pas bien. Là, je commençais vraiment à Même avoir avec le peur. voile. Même avec le voile. Là, le fait d'être une femme, tu sentais que tu passais d'un côté obscur. D'accord. C'était en 2013. Donc voilà, on prend le vol. Là, je me retrouve pas du tout à côté de mon agent. Donc là, je suis vraiment pas bien. À côté de moi, il y avait un monsieur qui avait les vieux Samsung à clapper, c'est comme les Motorola. Et il faisait que l'ouvrir, le fermer, enlever la puce, remettre la puce. J'ai dit franchement, c'est mort. Je le sens pas cette Je le histoire. sens pas. Et j'avais regardé à l'époque, il y avait l'émission Kaboul Kitchen, il y avait tu sais, tous les Oui, trucs c'est comme vrai. ça. Donc du coup, bah, moi, en plus un peu hypochondriaque, j'étais pas bien. Je me rappelle à l'époque, j'avais même fait une lettre à ma mère, à mes amis, au cas où il m'arrivait quelque chose et tout. Sérieusement? Ah Ouais. oui. On a atterri. Là, on atterrit. On voit des militaires courir, nous mettre gilet pare-balles, casque, nous attraper, nous foutre dans le, voilà, des sortes de vannes. Il y avait 3 vannes. Là, ils nous rentrent dedans. Enfin, ils nous rentrent dedans le van. Et là, on part vite. Et moi, j'étais là en mode, ça y est, on m'a enlevé. Je suis foutue, quoi. D'accord. À ce moment-là, tu as ce ressenti Ouais. de qu'est-ce que je fous Ah ouais, là? ouais, je commençais à pleurer et tout. Je me dis, waouh. En fait, ils nous expliquent, non, non, vous inquiétez pas, mais c'est justement au cas où il y ait quoi que ce soit. Après, on arrive donc dans la base militaire de Kaboul. Là, il y a vraiment les gens qui passent dessous avec tu sais, les miroirs pour être sûr qu'il n'y a pas eu une Ok. bombe qui a été mise entre-temps. C'est lunaire, hein. Ah oui, c'est C'est lunaire. fou, hein. Et là, tu arrives après dans la base militaire. Et là, on rentre. Et là, bon, bah, tu roules un peu au pas. Tu as plusieurs étapes avant d'arriver vraiment dans le truc. Et là, pour la première fois, parce qu'à l'époque, moi, je connaissais pas Burger King. Et là, je vois un Burger King dans la base militaire. Dans la base Dans militaire. la base militaire. C'est la première fois de ma vie que je vois un Burger King. Ça... Oui, parce que c'est en Afghanistan. c'était pas en France à ce moment-là, Voilà. c'était dans la base militaire. Parce qu'en fait, la base c'était une base américaine. D'accord. Et donc, il faut savoir que, bon, en tout cas à l'époque, quand les Américains partent en guerre, c'est pendant 3 ans minimum. Donc, du coup, c'est vrai que les Américains mettent tout en place pour être le plus confort possible. Et donc là, bah, en fait, tu as un restaurant japonais, tu as une mini tour Eiffel. J'ai une photo avec une mini tour Eiffel. D'accord. Enfin, voilà, c'est vraiment, il y a tout confort. Et même le Burger King, Il y ils a le peuvent à tout Burger moment. King, voilà, C'est fou, tout. ouais. Et là, on me montre ma chambre qui est dans un bunker, tu vois. Donc vraiment, là, je dis, waouh, c'est lunaire. Comme quoi, ce métier t'amène à des Ouais, à des expériences. trucs de fou, ouais. Et du coup, voilà, j'ai mixé devant des militaires, 40 nations, qui étaient avec les pistolets, les trucs et tout, au cas où il y avait quoi que ce soit, Dans un pays en guerre. dans un pays en guerre. Et par contre, humainement parlant, ça a été la plus belle histoire, les plus belles rencontres de ma vie. Ok. Voilà, pendant plusieurs années après, je suis restée encore en contact avec ces gens-là. Il m'a même fallu 3 mois pour m'en remettre humainement. Ok, de Ouais, cette expérience à ouais. Kaboul. Ouais, quand j'y rentrais, même pour moi, juste boire un café en terrasse seule, j'avais une gratitude et une reconnaissance envers la vie qui était voilà, C'est génial là. parce qu'on sent que tu revis ce Ouais, moment et ouais, on ouais. sent que ça t'a marqué. Ce qui a dû être marquant aussi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que tu as été DJ pour Madonna. Ouais, Sûrement un moment très fort dans ta carrière. incroyable. Comment ça s'est passé? Et raconte un petit peu ça, parce que Madonna, c'est Ouais, c'est le fou. top du top. Alors Madonna, comment ça s'est passé? Donc du coup,
Je faisais beaucoup de mariages pour des gens d'une certaine, voilà, qui avaient soit une certaine célébrité, soit un seuil de vie, voilà, très très riche. Donc beaucoup les bar mitzvahs, les mariages libanais, enfin des choses, voilà, pour des gens très très aisés. Et le truc, c'est que moi, je suis une personne très naturelle, très simple. On le voit. Et du coup, même en face de ces gens-là, j'arrive et je leur fais des câlins et je leur parle normalement. Et du coup, des fois, ils sont choqués, mais ils aiment bien ça et ils m'ont reprise plusieurs fois. Et là, je mixais donc à Allstatt pour ces personnes-là. Et ce soir-là, je me rappelle, c'était, je crois, le 29 décembre. Et ils me disent, écoute Maë, ce soir on a une demande un peu spéciale, j'ai une copine qui vient et elle aime bien être tout le temps à côté du DJ. Est-ce que ça te dérange? Je lui dis, bah non, tu me connais, moi, ça m'est égal et tout, il n'y a pas de souci. Il me dit, ok, trop cool. Et donc là, je mixe, la soirée se passe, nanana. Je vois à la table, toujours personne. Et là, je vois un groupe de gens qui arrivent et je vois au loin, et là, je vois Madonna. Et là, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Est-ce que c'est vraiment Madonna ou est-ce que tu vois? Et là, je me sens pas bien du tout. Je commence à avoir des sueurs froides et tout. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Deux solutions. Soit tu fais genre, elle est pas là, tu la calcules pas. Mais au moins, t'es focus dans ton truc et voilà. Soit tu te bourres ouais, tu bois et tu oublies quoi, tu vois. Mais t'as le risque de pas faire bien ton job. Et du coup, j'ai choisi l'option 1 de faire abstraction. Donc, je l'ai pas calculé. Et j'ai fait ma soirée, tout se passe bien, je me retourne pas parce que je sais que sinon je vais pas être bien. En fait, toute la soirée, il y a un gars que je connaissais pas qui vient et qui m'offre des shooters. D'accord. Et du coup, on rigole, il me dit, ah putain, trop bien, je me graine, nanana. Pas de souci, il part. Quand il part, il me dit, franchement, on a passé une soirée, mais trop, trop bien, merci beaucoup, on a trop rigolé, nanana. Il s'en va, Madonna s'en va. Bon, donc du coup, ni bonjour, ni au Ouais, revoir. à ce moment-là, tu vas pas parler avec Non. elle. Donc là, j'appelle mon meilleur ami, je lui explique, je dis mais personne me croira. Enfin, j'ai mixé, il y avait Madonna, c'est foutu quoi. Je dis mais bon, c'est pas grave parce que moi, ça restera une Ouais, je expérience sais. voilà incroyable. Et je rentre. Et du coup, là, à ce moment-là, j'arrive à Paris. Et on était à 2 jours du jour de l'an, donc je partais à Barcelone rejoindre des copines. Et mon agent m'appelle, il me dit bon ben Maë, t'es où? Je dis bah je suis à Paris en transit, je vais rentrer à Montpellier, prendre ma valise et je pars rejoindre mes copines. Et là, il me dit, mais absolument pas. Il me dit, je t'explique. Tu rentres à Montpellier, tu défais ta valise, tu refais ta valise, tu prends ta plus belle tenue et tu repars à Ashtat. Je dis, mais comment ça? Il me dit, bah, en fait, Madonna et son meilleur ami, ils sont tombés littéralement amoureux de toi. Ils t'ont kiffé et du coup, ils ont annulé leur DJ et ils veulent que toi. Ils veulent rien savoir. Il dit, donc en fait, t'as même pas le choix. Et je dis, ah bon et tout. Je dis, mais attends, mais c'est un truc de ouf. Incroyable. Donc, incroyable. Juste la personne donc du coup qui t'offrait les shooters, c'était C'était le le meilleur meilleur ami ami de de Madonna. Madonna. C'est le meilleur ami de Madonna. Donc incroyable. Et donc du coup, tu te retrouves à rentrer à Montpellier, refaire ta valise Et repartir. et repartir. Et repartir. Sauf que du coup, j'étais pas, je savais pas trop comment ça allait se passer au niveau de l'organisation. Et je sais pas où je vais dormir. Je sais pas, parce que c'est plus du tout les gens avec qui j'avais l'habitude Ouais, de bien sûr. travailler. J'arrive à Allstatt. Un chauffeur me récupère. Là, je me retrouve chez le meilleur ami de Madonna. Et il s'avérait qu'en fait, le papa du père donc le père du meilleur ami de Madonna est le bras droit d'Obama. Oui. Donc là, tu Donc, changes de sphère. donc là, je vois des photos d'Obama un peu partout et tout ça. Et je me dis, mais où je suis? Tu m'étonnes. Je dors dans une chambre où tout marche avec des iPads. Sauf Ouais. qu'à l'époque, pour moi, un iPad, c'était genre, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme dans les films où tu appuies sur un bouton et en fait, bah, tu as la douche qui se met en marche. Enfin, tu vois, j'arrivais pas du tout à allumer la lumière, c'était lunaire. Je me prépare, je suis très mal à l'aise. Je me retrouve dans le salon avec ces gens-là. Donc, vraiment dans l'intimité. Je n'ai pas de chambre d'hôtel, je suis chez eux. C'est fou. Je dors chez eux à ce moment-là. Et là, je suis en mode OK. Donc, je n'ose pas parler. Et il me dit, bon, ben voilà, on va aller manger. Elle nous attend, on va manger. Je dis, comment ça, elle nous attend? Ben, à Madonna. Et donc, du coup, là, c'était jour de l'an. Et je me retrouve à table, à côté de Madonna. Le fils, la fille, ces deux filles, tout le monde. Donc, Tu vraiment, parles un peu anglais? je parle un peu anglais, heureusement. Voilà,
j'ai une famille anglo-saxon, mais en fait, la timidité, le stress, et je suis en train de me demander à ce moment-là si je suis vraiment en train de rêver. Enfin, Ouais. c'est quand même, c'est Madonna, quoi. C'est C'est, en voilà, plus toi qui es dans la musique, voilà, c'est une référence encore plus importante derrière, quoi. et elle me parle comme si j'étais vraiment sa copine. Enfin, là, je me dis, il y a vraiment plus de filtre, c'est vraiment, je fais partie de la famille. Là, il y a vraiment, il n'y a pas de caméra, il Ouais. y a rien du tout. Tu Et ressens quoi à ce moment-là? bah, en vrai, j'ai une montée de stress tellement élevée que je suis en limite en blackout. Parce que tu sais, ce moment où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, t'as l'impression qu'il y avait eu un décalage. Et voilà. Et après, ben, t'es là, tu parles, tu réponds et tu vis le truc. Mais c'est fou. C'est fou. Superbe expérience. Voilà, superbe expérience. Et après, du coup, on part à la soirée. Je mixe. Et puis là, ben, tu te retrouves, t'as Kate Moss, t'as U2. Enfin, tu vois, t'as des Ah gens. oui, Ouais, bah c'était là, tu The passes, Soirée, là. voilà, tu passes dans une sphère complètement différente. Ça se passe super bien. Très, très bien. Euh, je fais la soirée, je dors. Enfin, tout se passe très bien. Je rentre chez moi. Et là, pareil, ben, je reçois un email en disant que ben, maintenant, dès qu'il y aura des soirées privées, ben, je rappelle, elles feront appel à moi, quoi. Qu'est-ce que cette et ces expériences t'ont appris, toi, professionnellement et humainement? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose pour le reste de ta carrière? Bah, je sais pas, parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai... je sais pas comment t'expliquer, mais comment ça s'est passé avec Madonna, tout s'est fait tellement naturellement que bon, peut-être qu'aussi, il y avait pas autant de... les réseaux sociaux, c'était pas autant important Ouais, à ce qu'aujourd'hui, moment-là, ouais, bien tu sûr. vois. Donc c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais pas du tout à me dire, il faut vite prendre une photo, il faut vite partager ça. Et je vivais tellement le moment présent, et ce que je fais d'ailleurs toujours Mm. aujourd'hui, que j'ai pas forcément partagé tout ça. Et j'avais aussi beaucoup de respect pour cette femme qui m'avait pris dans sa vie privée. Et du coup, j'ai jamais voulu trop divulguer tout ce qui se passait. Bien sûr. Donc, à part quand c'est elle qui prenait les photos et qui les partageait soit sur les réseaux, soit publiquement, bah, je les prenais et je les repartageais. Mais sinon, de moi-même, j'ai jamais voulu le faire et m'en servir pour. J'aurais pu, hein, clairement, pour avoir un tremplin dans ma carrière. Mais j'ai tellement aimé comment elle m'a pris dans sa vie, comment cette confiance qu'elle avait pour moi que j'ai jamais voulu en fait m'en servir. C'est vrai, c'est ce qui ressort dans ton parcours, c'est le côté naturel, le Mm. côté je vis le moment présent. Et c'est ce qui a sûrement fait ta force bah, au fur et à mesure de ta carrière, de la montée de ces étapes et même de ta vie, j'imagine. Et quelque chose qui est assez inspirant en tout cas quand on passe du Ok. temps avec toi. Merci. Question sur ce monde du DJ qui peut apparaître glamour, on Mhm. en a parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose, le truc le plus improbable qui t'est arrivé en soirée ou en backstage, un moment un peu dingue que tu te souviens encore? Est-ce qu'il y a un souvenir comme ça qui te revient? En fait, des fois, on a tellement d'histoires qu'il y en a plein que j'oublie. Et c'est vrai que tout J'imagine. le négatif, j'essaye de l'oublier. Je suis une fille très très positive, donc dès qu'il y a du négatif, c'est vrai que je m'attarde pas dessus. Non, après, enfin, j'ai eu pas mal de gens, soit misogynes, ou quand j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte, parce que j'ai mixé jusqu'à mes 8 mois de grossesse. Ouais, j'ai vu Donc, ça. le dernier festival, il y avait quand même 20 000 personnes. Attends. Tu mixes devant 20 000 personnes alors que tu es enceinte de 8 mois? Ouais, ouais, ouais. Donc, mais bon, il n'y avait aucun problème. Enfin, Oui, le docteur, il avait dit, c'était voilà, il y a des validé filles qui font médicalement. du crossfit jusqu'à la Ouais, fin. Je pense que du moment où tout est OK au niveau du docteur bien et sûr. qu'on a l'autorisation, voilà. Donc moi, il m'avait juste dit, il faut pas que tu sautes trop et mais pas trop fort au niveau des basses, c'est tout. Et je me rappelle, à cette époque-là, il y avait un photographe et il m'avait fait une réflexion genre, mais t'es inconsciente, tu vas tuer ton enfant. Mais ça, juste avant de monter sur scène. Et moi, mais ça m'avait rendue folle. Ça m'avait rendue folle. Donc déjà, enfin, je m'étais mal entendue avec cette personne-là. Et une fois sur scène, en fait, j'étais pas bien. Ça m'avait déconnectée, en fait. D'accord, Toute la soirée, j'étais en stress. je peux comprendre. Ouais. On parlait de cette anecdote, mais c'est vrai que tu as une vie très rythmée. Oui. On peut dire ça. Oui. Euh, Comment tu fais pour trouver un équilibre dans ta vie,
notamment avec ta petite fille. Voilà, Mhm. est-ce que tu as des choses à partager qui font que tu arrives à te sentir bien malgré le fait de voyager dans le monde entier ou dans la France entière Ouais, ouais. pour des dates? Ben, en fait, c'est fou, mais je vis, tout simplement. Et je suis pas une fille très organisée. C'est pour ça que j'ai un agent, même heureusement qu'il est là parce que c'est lui qui gère tout, surtout quand je pars en fait pour tout ce qui est date. Mais sinon, voilà, je vis à fond sur le moment. Voilà, c'est ça, c'est le moment présent. Je pense très rarement à demain parce que dès que je pense à demain ou au futur, ben, en fait, je trouve que c'est anxiogène et D'accord. ça me stresse et je suis là en mode mais non, je sais pas ce que je vais devenir demain. Je sais même pas ce que je vais être dans une heure. Donc voilà, donc c'est vraiment le moment présent. Après, bien sûr, j'ai une vie très équilibrée et quand on a une enfant, ben, on est obligé de la rythmer un minimum. Mais voilà, en fait, j'ai trouvé un équilibre de ben, le matin, je me lève à telle heure, je suis bien. Voilà, en gros, Maëva, c'est quoi? Elle se lève à 6h30 Du matin. du matin. Ah oui. Voilà. Assez rare pour une personne qui travaille dans le monde de la Ouais, lumière. je me lève à 6h du matin, je me fais mes étirements, je prépare le petit déjeuner pour ma fille. On a nos petits moments à nous, on parle, on papote, on se prépare. Je l'amène à l'école, à pied, avec mon chien, ça fait la promenade du matin avec le chien. Je rentre, je pars courir, je reviens, je prends mon petit déj. Normalement, je fais une sieste. À 99% du temps, je fais une sieste. J'adore faire les siestes. Je me réveille, je travaille un peu sur mes emails, je repars pour ma deuxième session de sport, où là c'est plus à la salle, Donc 2 sessions de sport deux par jour. sessions de sport minimum. Je reviens à la maison, je remange. Normalement après, là je me pose, je refais une sieste. Après je vais chercher ma fille, on revient, soit je fais kangou, donc troisième session de sport, mais c'est pas tout le temps. Alors, parlons-en, c'est que maintenant, tu donnes aussi des cours Ouais, de kangou. je donne Donc, aussi des cours de en kangou. plus de ta carrière. Voilà. En fait, il y a 2 ans, je m'ennuyais la semaine. J'avais besoin, je suis une fille qui a besoin d'être stimulée intellectuellement et, voilà, et physiquement. Et notre métier, après le Covid, c'est vrai qu'on est plus le week-end ou vraiment l'été. Donc c'est vrai que l'hiver, souvent, j'avais l'impression de tourner en rond et je m'ennuyais et j'étais triste et j'étais pas très bien. Et j'étais à la limite du burn-out parce que je me sentais, comment dire, inutile. D'accord. Et donc, je me suis dit, ok, Maë, il faut que tu peux pas rester comme ça, il faut trouver une solution. Donc, au début, j'ai voulu trouver un travail. Sauf que, en fait, j'ai déposé des CV Ah oui. dans des boutiques, même de chaussures, de vêtements. Et j'avais trop envie. En fait, les gens qui travaillaient, ben, j'étais pas jalouse d'eux, mais genre, en fait, je me disais, mais la chance, t'as la chance parce que tu te lèves le matin, t'as un but. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Je c'est le vois. week-end. La semaine, ben, je dépose ma fille à l'école et j'ai rien à faire. Et je me disais, mais moi aussi j'ai envie de me lever le matin, de me dire, il faut que je m'habille, que je me coiffe, que je me prépare, et d'avoir aussi un côté social avec les gens. Et donc du coup, je déposais des CV, et en fait, je me suis refoulée, parce que j'étais Maëva Carter. Ils m'ont dit, mais attendez, on peut pas prendre Maëva Carter pour un SMIC horaire, un CDD ou un CDI, 15 heures. Donc tu t'es fait Je me refouler suis refoulée de boutique de pour être boutique. vendeuse. J'ai déposé 10 CV. Sur les 10, on m'a dit non parce que j'étais Maëva Carter. C'est fou, hein? C'est fou. Ouais. Et moi j'étais là, je dis non mais je veux travailler, je veux, laissez-moi Faites-moi travailler. travailler. J'ai dit au contraire, moi je veux envie de parler avec des gens, leur dire ouais, de dire à des filles qu'elles sont trop belles habillées comme ça. Enfin, on me dit non, non, si jamais ça se passe mal, nous, notre réputation et tout. Donc D'accord. j'étais pas bien. Et j'ai une copine qui me fait les ongles et je lui disais j'en peux plus, je commence à être en dépression parce que moi la semaine je me sens pas bien quoi. Et elle me dit mais pourquoi en fait tu ferais pas coach sportive avec tout le sport que tu fais et tout. Et je lui dis, mais grave, Maëva quoi. Voilà, Maëva. Expérience, Expérience de vie. possibilité, curiosité. Et je dis, bah ok. Et ben du coup, j'ai repris l'école. Et donc je me suis inscrite au CREPS et j'ai passé mon diplôme de coach sportif. Voilà, donc je suis partie à l'école à 38 ans et j'ai passé mes diplômes, plus des formations. Donc en 1 an, j'ai passé entre diplôme et formation 5 confondus. Et voilà. Et maintenant, tu donnes des Et cours de maintenant, je kangou. donne des cours la semaine, justement. Impressionnant. Bravo. Voilà.
Et ça permet aussi sans doute de canaliser cette énergie. Ouais, Parce que pour ceux qui t'ont pas vu ou jamais vu sur scène, c'est incroyable. Maëva ouais, Carter c'est sur vrai. scène, c'est à voir, c'est un show à voir. Ben, comme je suis passionnée, j'ai besoin en fait de partager ça avec les gens. Et même mon défaut, je sais que les régisseurs, à chaque fois qu'ils savent qu'il y a Maeva Carter qui vient dans leur club, c'est genre j'ai beaucoup de sons. Autour de toi, Ouais, en donc retour. parce que je mets assez fort. Donc ils savent que s'ils veulent pas que le matos soit Ah grillé, oui, d'accord, ils mettent quelque chose de très quali. Donc d'accord. parce qu'ils savent que dans tous les cas, je vais mettre dans le rouge. Donc pour pas mettre dans le rouge, il faut qu'il y ait du bon son. J'ai Ouais. besoin de faire la fête avec les gens, de donner de l'amour. Et c'est ce partage en fait. Et moi, je sais que quand je vois quelqu'un sur scène justement qui vit ce qu'elle fait, que ce soit même dans le théâtre, que ce soit dans le théâtre, dans la musique, enfin tous ces métiers artistiques, quand tu as quelqu'un qui vit cette chose, tu as envie de la vivre avec elle. Alors, j'ai pas envie de dénigrer parce que j'ai plein de potes DJ qui mixent et qui sont pas très expressifs, pas parce qu'ils sont pas passionnés, parce qu'ils sont peut-être plus introvertis. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, quelqu'un qui mixe qui est comme ça me donnera moins envie que quelqu'un qui vit le truc et Ouais, ouais. qui est festif et joyeux derrière les platines. En C'est tout cas, moi, c'est ce que je suis. Et donc, du coup, c'est vrai que je saute beaucoup et que je vis la musique. Et c'est ce qu'on peut ressentir quand on vient à tes soirées, en effet. Oui. Maintenant, si tu pouvais donner un conseil à ceux et celles, bien sûr, qui rêvent de vivre de leur passion, Mhm. ça serait lequel? De foncer, de vivre à fond, à fond, à fond chaque instant et d'être ouvert d'esprit à tout. Et tous les événements et toutes les propositions qui peuvent venir à soi parce que ben, moi c'est ce que je fais tout le temps et au final à chaque fois ben, ça me ramène au métier de la musique. C'est fou, mais je rencontre quelqu'un, bah voilà, là ça va être un podcast, mais au final ça par rapport à ma musique, enfin, Bien sûr. et puis cette ouverture d'esprit, c'est juste incroyable. Et je pense que quand on est passionné, voilà, il faut être ouvert d'esprit et toujours essayer de se renouveler et surtout vivre le moment présent. Ne pas se stresser et se mettre de pression pour demain ou dans le futur. Parce que c'est vrai que moi, on a une question qu'on me pose souvent, c'est à ton avis, tu vas mixer jusqu'à quel âge? Mais moi, quand j'y pensais à l'époque, je m'étais dit à 35 ans, je vais arrêter. 45 ans. J'ai dit, enfin, mais en fait, aujourd'hui, je me dis, mais j'ai eu 40 ans. Pour moi, déjà, alors je me dis, ouais, pardon, excusez-moi. Moi, moi, non, j'ai pas envie de penser à ça. Tant que je suis passionnée, ben pourquoi j'arrêterais? Donc, en fait, je vis chaque instant à fond. c'est ce qui est impressionnant dans ton parcours. En tout cas, moi, ce qui peut m'impressionner, c'est qu'on sent qu'il n'y a rien de calculé. Non, Que non, non, vraiment. tu vas vraiment chercher là où tu te sens bien et là où tu as envie, tu es Mm. passionné de continuer. Et ça a créé une carrière folle, quoi. Bah, le point alors positif, mais autant négatif justement dans ça, c'est que j'ai aussi pas de playlist. Donc j'ai mes clés SD, mes clés USB, mes cartes SD. Avant les sets ou la semaine, je suis toujours à la recherche de nouveaux sons. Mais par contre, je les mets dans mon USB et je ne programme rien du tout. C'est toujours que du freestyle. Donc chaque soirée est complètement différente. Voilà, parce qu'en fait, euh, je pars du principe que je suis tellement passionnée que je vis avec les énergies. Et donc, du coup, je travaille et je mets la musique en fonction de l'énergie pour arriver, bien sûr, où j'ai envie d'aller. Je joue principalement techno-électro, mais je peux faire le même festival à la même heure le lendemain. Peut-être que les gens vont pas avoir la même énergie. Bien sûr. Et donc, peut-être que je vais jouer exactement le même set et que ça va pas marcher de la même manière. Et donc, du coup, je fais toujours au feeling. En gros, ce que tu dis, c'est que tu joues pour les gens et pas pour toi. Exactement. Mais tellement que les gens me le donnent et qu'ils sont en train de Ouais. jumper, et ben moi à la fin, je suis à fond Tu avec eux, jump quoi. aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Maintenant, si on parle un peu de Montpellier, Oui. est-ce que Montpellier, selon toi, a influencé ton parcours musical, euh, ton identité en tant qu'artiste? Tu le disais tout à l'heure, tu es attaché, tu es très Mhm. attaché à cette ville. C'est un peu ton cocon. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une influence montpelliéraine dans Complètement. Bah, à l'époque, on était, voilà, à Montpellier, c'était la ville de la fête. Ouais, Et donc, il faut savoir que du coup, moi, bon, ben, j'ai arrêté l'école à 17 ans parce que je me sentais pas du tout à ma place. J'ai ok, commencé à travailler, en fait, j'avais 14 ans.
Je faisais des petits boulots, donc babysitting, les ménages. J'avais aussi une dérogation de ma maman pour travailler dans une pizzeria. Enfin, Donc, tu voilà. étais une bosseuse déjà, J'étais très déjà une jeune. bosseuse par un parcours, voilà, j'avais pas le choix. Du coup, ben, c'est vrai que j'ai grandi ben, très vite. Et à 17 ans, je me suis retrouvée avec ben, des gens où j'avais l'impression que j'étais trop en avance et j'avais l'impression de perdre mon temps. Donc j'ai arrêté l'école et j'étais sortie 2 fois dans ma vie en discothèque À 17 ans. à 17 ans. Euh, je ressors une troisième fois. Et là, en fait, je sors à la Nitro pour la première fois de ma vie à l'époque. Donc Metropolis, qui était une boîte très connue à l'époque à Montpellier. voilà, et Techno. techno, électro, voilà, emblématique. Et JC, qui était donc le DJ de ce club et aussi l'un des patrons, Ouais. me repère et me dit: Est-ce que tu veux travailler pour moi? À ce moment-là, j'ai que 17 ans, mais j'étais déjà dans cette Maëva, voilà, Maëva, expérience, oui. expérience. Et j'ai dit oui, ok. Donc bon, après, il fallait que je rentre et que je dise à maman, mais bon, maman, je travaille en boîte, voilà. Voilà, l'école. Donc bien évidemment, à 17 ans, tu n'as pas le droit de vendre d'alcool, mais du coup, ma maman, pareil, m'a fait une dérogation et j'étais au vestiaire. Et du coup, ben, j'étais jamais sortie, enfin, vraiment en boîte, 3 fois, enfin, voilà. J'avais jamais pris de cuite, par exemple, Ouais. et je travaillais déjà en boîte. Donc j'étais au vestiaire et du coup, je voyais tout ce qui se passait. Et du coup, j'ai été baignée dans la Dans musique, cet univers-là. ouais, ouais, techno, électro, D'accord. du show. Et donc, je pense que ça a dû influencer un peu tout ça. Ok, clairement. La Nitropolis qui n'existe plus Non, maintenant, mais qui était une boîte ouais. emblématique ici. On parle souvent de Paris comme passage obligatoire pour réussir. Toi, tu es la preuve qu'on peut briller en n'étant pas forcément de Paris, et donc de Montpellier. Qu'est-ce que, selon toi, fait de Montpellier une ville d'opportunités, que ce soit dans la musique ou dans ce domaine, on va dire, plutôt artistique? On est beaucoup à s'entraider et à s'influencer. Ouais, à Montpellier, À tu Montpellier, sens une solidarité entre artistes? oui, ouais, ouais, quand même, je D'accord. trouve. En tout cas, je pense, pour mon cas, ça l'est. Est-ce que c'est parce qu'on attire ce qu'on est? C'est Mais possible. c'est possible. Mais en tout cas, moi, les DJ qui m'ont appris à mixer sont des Montpelliérains. C'est grâce à eux aujourd'hui que j'en suis là. C'est eux qui m'ont donné envie de réussir. Et on peut les citer, on peut en Oui, parler. c'est Il y a qui du DJ coup? Kachowski et DJ Get Down, qui aujourd'hui a même son école de DJ. Exactement. Donc c'est des DJ qui sont aujourd'hui connus et reconnus dans le monde entier, parce qu'ils ont été, eux aussi, ils ont mixé en Chine, Ouais. ils mixent partout dans le monde. Donc non, je pense qu'on est beaucoup d'artistes solidaires et qui s'influencent dans le bon sens et qui se poussent vers le haut. Donc, Et où se positionne, selon toi, la scène montpelliérain? Comment tu trouves et comment tu positionnerais Montpellier sur cette carte-là? Bah, c'est vrai, alors pas forcément que dans la musique, mais dans pas mal de domaines, parce que même dans le sport, on a énormément de Clairement. Montpelliérains Ville très sportive. ouais, très Ouais, sportive. sportifs qui réussissent et qui sont en équipe de France. Faut être à Montpellier, c'est tout. C'est que c'est comme ça, c'est que Montpellier, c'est la ville du succès, de la réussite. On va la garder celle-là. On va la garder. Je te remercie. On a fait un petit tour global. On Avec va plaisir. continuer maintenant avec les cartes qui sont devant toi. Ok, trop cool. Et je vais te demander de les prendre et de lire les questions, enfin prendre carte par carte, de lire à Ok, chaque fois la question et de prendre le temps d'y répondre, voilà, avec ce que tu ok. ressens. Alors, est-ce que c'est autant personnellement ou est-ce que c'est plutôt professionnellement? C'est sur personnel et professionnel Ok. à chaque fois. Je te laisse lire la question et Ok. La décision la plus difficile que tu as eu à prendre. De mettre un terme à tout ce qui était toxique. Et c'était plus des personnes, justement, toxiques, pour mon bien-être mental, physique, professionnel et personnel. Et malheureusement, parfois, ben, c'est les gens les plus proches, ça peut être la famille, ça peut être un petit copain, une meilleure amie, n'importe. Malheureusement, il n'y a pas trop de règles, mais quand c'est toxique, c'est toxique. Et je pense que justement, pour en revenir à ben, vivre de sa passion et tout ça, ben, parfois il faut laisser faire des sacrifices qui demandent à mettre des termes à des relations à contre-cœur, parce que c'est des gens qu'on aime, mais on sent que c'est toxique. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on est tous plus ou moins Ouais. concernés par cela. Comment toi, tu arrives à sentir cette toxicité ou le fait qu'il fallait que tu sors de certaines Je relations? pense qu'on le sait.
c'est bon, plus pour les femmes, désolée, que pour les hommes, mais on l'a quand même. C'est ce qu'on appelle l'intuition et c'est ce ressenti. Je pense que trop souvent, j'ai pas voulu me faire confiance et faire confiance à mes intuitions et à mes ressentis. Et on le sent. Je pense que voilà, ça on le sait. Et à un moment donné, on le sent quand c'est pas fait pour nous, quand cette personne nous fait du mal, ou même on le voit. Moi, je le sentais où j'étais l'ombre de moi-même, où on est plus méchante, où on est moins souriante, où on sent on se rend malade intérieurement, où on n'est plus dans notre potentiel. On le D'accord. sait au fond de soi quand c'est quelque chose. Et parfois, il faut mettre un terme à cette situation-là. Tu dirais vraiment s'écouter pour arriver à voir Ouais. autour de toi ce qui se passe. Et t'as senti souvent, toi, de la jalousie dans ton entourage ou, Tout le temps, enfin principalement, ouais. C'est très dur parce qu'on a un métier qui demande énormément de sacrifices. Donc, et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Donc, ben, des fois, ça veut dire ne pas être là au mariage, au baptême, ne pas être là à Noël, avoir un train de vie qui est différent. Euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Ou des fois, ben, se dire non, je vais pas sortir parce que je vais travailler. Euh, ou ben, t'as un un mode de vie qui est un peu plus différent, donc voilà, les gens ne le comprennent pas, ou ça veut dire, ah bah t'as la grosse tête, ah bah t'es pas assez bien pour nous, ou ah mais Maë, maintenant t'es un peu trop sévère, ou voilà. Oui, mais aujourd'hui, si j'en suis là, c'est grâce à moi. Je peux laisser personne, ni quoi que ce soit maintenant, se mettre en travers de mes rêves, de ma passion et de la réussite et de mes objectifs. Et pour des gens, c'est en mode, ah ouais, mais non, t'es capable de faire ça. Je dis, oui, mais moi, mon rêve, c'est pas toi qui vas le faire pour moi. Il y a que moi, en fait, contre moi, là. Donc, ben, si ça demande à moins sortir, ça demande à pas être là à ce moment-là, ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut pas dire que je suis pas là pour toi ou quoi que ce soit. Ça veut dire que moi, j'ai un objectif et qui me demande à ce moment-là ben, d'être à fond sur cet objectif. Et t'en as ben, qui vont te faire culpabiliser, t'en as qui vont qui vont te jalouser, qui vont être méchants. bien sûr. Mais moi, je me suis donné les moyens et je me donne encore les moyens d'atteindre mes objectifs et mes rêves. T'arrives à le gérer, ça? Ben, je vais pas te mentir, oui et non. Là, j'ai eu une année très très difficile parce que j'ai dû mettre des termes à des relations pour moi que j'aurais jamais pensé devoir y mettre un terme. Mais à un moment donné, je sais que le corps parle aussi beaucoup et que à trop prendre sur soi, parce qu'on se dit c'est notre amoureux, notre amoureuse, c'est notre famille, c'est mon meilleur ami, je peux pas mettre un terme, enfin n'importe en fait qui que soit la personne, mon travail ou quoi que ce soit. Sauf que oui, sauf que à force toi de tout garder pour toi alors que tu sais que c'est pas fait pour toi, tu vas te créer une maladie en fait. Tu vas, t'es là, t'es déjà en train de perdre toute ta lumière, mais en plus à l'intérieur de toi, tu es en train de te créer quelque chose. Et je commençais à sentir ça. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je suis pas alignée avec moi-même, c'est pas mes valeurs, c'est pas ce que je veux dans la vie. Et aujourd'hui, ben, si je dois mettre un terme, en tout cas pour le moment, ça veut pas dire que c'est définitif, Bien sûr. mais tant que ça sera toxique, en tout cas, moi, j'ai choisi de me privilégier pour ma santé mentale, physique et aussi pour ma fille. Et je veux montrer à ma fille aujourd'hui que ben, on n'a qu'une vie et qu'il faut la vivre à fond chaque instant. Et pour moi, avoir qu'une vie, c'est en avoir plein. Donc c'est pour ça que je m'ouvre à Bah, on tout le voit ça. temps, voilà. Mais que parfois, ben, pour faire ça, il faut faire des sacrifices et Alors, voilà. je suis très aligné avec ce que tu viens de dire et moi j'ai tendance à comparer un peu les gens, nos âmes avec des flammes. Mhm. Et je dis, bon, on a tous une flamme en nous. Et l'idée que je me suis fait maintenant des relations, c'est de passer du temps avec des gens qui font grandir cette flamme. À Exactement. partir du Mm. moment où je sens que cette flamme est rétrécie quand je suis avec quelqu'un, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément passer trop de moments avec ces personnes Je actuellement. pense que c'est exactement ça. Je te remercie. Avec plaisir. Question suivante. Comment être heureux? Ben voilà, vivre le moment présent. Vivre à fond, chaque instant, s'ouvrir aux gens, être tout le temps souriant, souriante. Il y a un truc, moi, qui me rend super heureuse. Et ça va vous paraître peut-être nul, mais j'adore dire bonjour à des gens que je connais pas dans la rue avec un grand sourire. Et quand, par exemple, une fille qui est sur son téléphone comme ça,
ou lui dire ah vous êtes trop belle ou bonjour et la voir comme ça qui répond avec un grand sourire, moi, je sais pas, ça me rend trop heureuse. Ou aller voir des sans-abri ou parler avec un papy comme ça sur un banc que je connais pas et qui me raconte sa vie. J'adore ça et ça me rend heureuse. T'aimes donner du bonheur aux gens. Ouais, parce Et qu'ils ça me se le ressent. rendent. Ça te ressent. Et sourire, c'est quelque chose qui est important pour toi au Ouais, tout le quotidien? temps. Tout le temps, tout le temps. Je trouve que c'est vraiment la clé du bien-être. C'est beau. Un moment où tu as été le plus ému. Donc la plus émue. Ah, instantanément, je te dirais, c'est le jour où je fais monter ma fille sur scène. La première D'accord? fois. C'était incroyable. J'ai fait, waouh, c'est beau quand même. Ouais, J'aurais jamais cru croire ça. c'est clair. Donc c'est sur Mais, une scène de festival? ouais, ouais, c'était sur un festival. Mais en fait, avec du recul, tu vois, là, c'était il y a le Dynamite MMA, donc il n'y a pas longtemps. D'accord. Je suis devenue donc la première femme, Alors qui est une compétition, enfin qui est oui, une compétition de MMA à voilà, Montpellier. à Montpellier, mais qui est une grosse compétition. Et je suis devenue la première femme à mixer pour un événement masculin, enfin comme ça, de MMA. Bon, même s'il y a, il y a des femmes dedans, mais je suis la première femme à faire ça. Donc c'est incroyable. Et là, c'était la deuxième édition, donc ils m'ont reprise. Et je sais pas, avant de mixer, je me suis pris un gros coup de stress. Mais vraiment un gros coup de stress en mode est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais être assez jolie? Est-ce que, enfin voilà, plein de choses qu'on se pose comme question où les gens ne voient pas que c'est un métier scénique, mais qui nous demande voilà beaucoup en contrepartie. C'est un show, c'est un visuel, On il y n'a a pas le plein droit, de choses. on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais, Enfin, même si on pardon, mixe que pendant une heure, ça doit être optimal, irréprochable. bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on a une hygiène de vie d'un niveau d'un sportif de haut niveau, parce qu'il faut pouvoir tenir. Et donc je dis ça, et il y a ma fille à côté, je suis en train de me maquiller à ce moment-là, et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, mais maman, tu dois croire en toi là maintenant. Si tu, là, tu te dis que tu peux le faire, tu vas y arriver. Elle me dit, t'es une warrior, tu vas y arriver, tu vas tout dégommer, t'es la plus belle, donc maintenant tu crois en toi. Et moi j'étais là, Ta fille qui te ma balance fille, ça. 6 ans, qui me sort ça, et là j'ai les larmes qui me montent, et je me dis, ok, j'ai réussi. J'ai réussi l'éducation, et c'était trop beau. Et là, c'était, ouais, j'ai été ultra émue. Tu as vécu un bon Ouais. moment de partage avec ta De fille. partage. Et je me suis dit, donc ça veut dire que elle, quand elle va douter, c'est ce qu'elle se dit dans sa tête et ce qu'elle dit aux gens qui vont douter. C'est trop beau. En fait, là, c'est pas toi qui l'as éduquée, c'est elle qui t'a fait Ouais, passer un message fort, ouais, c'était trop beau. Donc ouais, c'est ce moment-là. très inspirant. On l'invitera au prochain podcast Ouais, grave. pour qu'elle nous fasse passer Accroche-toi. ces messages. Qu'est-ce que tu fais mieux que 95% des gens? Qu'est-ce que tu fais mieux que 95% de... C'est une question que j'aime bien. Ouais, ouais. Ça permet de situer, toi, qu'est-ce que tu ressens dans ta zone de génie? Que je suis une fonceuse, Ouais. que je suis une curieuse, que je suis ouverte d'esprit, enfin que du coup j'ai peur de rien en vrai. Et que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être seraient pas partis en Afghanistan ou qui auraient réfléchi à deux fois. Enfin voilà, moi je suis une fonceuse. Et ça, je sais que c'est ma force. J'ai entendu une phrase qui était intéressante il n'y a pas longtemps, c'est il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui réfléchissent aux opportunités et il y a ceux qui saisissent les opportunités. Ouais. Et j'ai clairement l'impression que tu fais Ouais, partie de la deuxième catégorie. c'est ça. C'est pas tout le temps des réussites, mais j'en ressors toujours avec du positif. Comme l'île de la Tentation, par exemple. Je me suis dit, bon, bah, c'était pas pour moi, mais je dis, ok, mais 20 ans, t'as fait ça, t'es parti à Cancun. Le but, c'est de garder le positif et que ça Ouais. soit enrichissant pour la suite. C'est ce que tu fais très bien. Ouais. Je te Voilà. remercie. Merci, C'était la trop bien, dernière trop question. cool. On va maintenant passer au dernier petit jeu de ce podcast. Question rapide, réponse rapide. Maëva, Oui, si tu pouvais déjeuner avec la personne de ton choix dans ce monde, tu choisirais qui? Calvin Harris. Calvin Harris. Ouais. C'est quelqu'un qui t'a vraiment inspiré? Oh, parce qu'il est beau gosse. D'accord. Non, c'est que Pas du j'aime tout la beaucoup. musique alors? Si, si, non, en fait, j'aime beaucoup. Bon, déjà, voilà, je trouve que c'est quelqu'un de charismatique. Il est autant chanteur que producteur. Il faut autant de la country Ouais. que de l'EDM, que du rap. Voilà, Calvin Harris et Machine Gun Kelly, c'est deux artistes que, voilà, c'est mes idoles. J'adore. C'est quoi le plus bel accomplissement de ta vie? Ma fille. Qu'est-ce qui t'énerve chez les autres? La négativité. Et tu montres le contraire dans ton Ouais, ouais, quotidien. ouais. En fait, voilà, quand quelqu'un est négatif,
J'essaye toujours de lui montrer le côté positif ou Ouais. voilà, de le pousser. Et en fait, quand ça devient anxiogène et que la personne, malgré tout, continue à te pousser, enfin à te tirer vers le bas, alors que toi, tu essayes de lui montrer, de voir le côté plus positif, la lumière dans la négativité, je pense qu'il y a toujours du positif en fait. Mm. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, par exemple. Et voilà, quand cette personne, elle reste dans ce côté de noirceur, ça m'énerve. Je passe vite à autre chose. Ça se sent. C'est quoi les mauvais conseils que tu penses que l'on donne trop souvent? Euh, Fais attention. Je supporte pas. Je déteste. Fais attention. Prends ton temps. Non, fonce, vas-y. Fais pas attention, c'est pas grave. Si tu chutes, bah, tu mets un pansement et c'est pas grave. Voilà. Maëva, c'est quoi ta plus grande peur? La mort. Ouais, c'est quelque chose qui peut te perturber? Oui, parce que, bah, surtout bah, maintenant que je suis maman, donc c'est quelque chose où, voilà, où j'ai encore plus pris conscience de ma santé mentale et physique, parce que ben, je veux que je vais être là pour elle. Et les gens, des fois, ils se disent, ah, mais Maë, tout le sport qu'elle fait, nanana, c'est pour le côté physique. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est Ah, parce que, en fait, je porte encore ma fille, souvent. Vu que je suis maman solo, ben, quand elle est fatiguée, ben, je la porte. Dans la nuit, des fois, bon, bah, elle a envie de faire pipi, par exemple. Ben, je sais que quand j'y vais vers 11 heures du soir, elle m'appelle, ben, je la porte. Il faut que je sache porter 25 kilos. Quand elle était petite, donc elle me suit en tournée depuis qu'elle a 2 mois. Donc depuis qu'elle a depuis deux qu'elle a deux mois, mois, t'es chiant je tournée. la porte. Incroyable. Et quand on prend l'avion, bah, il faut porter la poussette, il faut porter le sac allongé, il faut porter le sac DJ. Donc du coup, en fait, c'était surtout un renforcement pour pouvoir assurer en tant que maman solo. Donc les 2 séances de sport de Maëva Carter par jour, c'est notamment pour ça. C'est Et notamment pour surtout pour ça, ça. pour être en bonne santé, pour aussi, Assuré. moi, déstresser, mais aussi parce que je sais qu'à côté, j'ai quelque chose à assurer. Maëva, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Euh, Alors là, vu que c'est un truc instantané, je te dirais oui. Moi, je suis plus une personne en mode, j'adore la transparence. J'adore les gens qui me disent les choses. Et je suis quelqu'un qui peut être très maladroite parce que je suis comme ça, où je dis tout. Et je me dis, mais par contre, comme je l'ai dit, bah moi, 30, enfin, une fois que c'est fini, j'ai passé à autre chose. J'ai pas de rancœur ou quoi. Je me dis, ok, je sais à qui j'ai affaire. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en face de moi qui, du coup, le prennent mal, ou qui vont ne plus me parler, ou qui vont, voilà, vont me dire, ah ouais, mais attends, t'as dit ça et tout. Je dis, oui, mais bon, c'est pas grave. On a le droit de pas être en accord, on a le droit, t'as le droit de pas m'aimer, t'as le droit de. C'est pas pour ça qu'après ça met un terme à la discussion ou à la relation. Mais bon, c'est vrai que les gens aujourd'hui, Mais du coup, est-ce que toute vérité est bonne à entendre? oui, je pense. Enfin pour Tu, moi, tu oui. restes cohérente dans... Maëva, c'est quoi ton plus grand rêve maintenant? Bon là c'est Tomorrowland, Coachella. Si vous nous entendez, Tom Holland, coach est là, Maëva Carter est disponible et serait très heureuse de vous rejoindre. Maëva, si j'avais une enveloppe avec la date et l'horaire exact de ta mort, Bah, tu la maintenant, connais, tu te la gardes. Laisse-moi kiffer ma je life. la jette. Ouais, ouais, non, non, tu la Je la jettes. connais. Je veux vivre chaque instant vraiment, voilà, 400%. Et si ça doit être dans. Voilà, c'est Dieu qui décide. Et j'ai pas à me soucier de ça. Est-ce que tu as un livre inspirant que tu conseillerais? Le secret. C'est quoi ton restaurant préféré à Montpellier? Alors, moi, j'adore Trinque Fougasse. Voilà, c'est un Rive du endroit Lez? à Rive du Lez, enfin, ouais, vers le bassin Ah, le Jacqueur. bassin, d'accord. Que j'ai connu donc avant le Covid et j'aimais trop en fait ce côté où tu te lèves pour aller déguster ton verre de vin, ils t'expliquent d'où vient le vin et c'est que des artisans, des agriculteurs pour tout, même la nourriture du coin et du coup j'adore, j'aime beaucoup. Mais en plus on peut même acheter tout sur Oui, place. sur place. Allez, tester. Trinque Mm. Fougasse à Montpellier. Quel est ton bar préféré à Montpellier? Alors du coup je l'ai rencontré, enfin j'y suis allée il y a pas très longtemps, le Tube. Ouais. J'ai beaucoup aimé en fait le côté un peu Alors, original. Donc là j'aime bien. alors c'est marrant. J'y étais vendredi soir. Ouais.
Donc c'est un bar caché à Exactement. Montpellier, donc on va pas donner l'adresse. Non, non, non. Et c'est très très original et Ouais. très sympa, les cocktails sont très bons Les aussi. cocktails sont sympas et c'est atypique et en même temps, on peut passer un bon moment intimiste. J'aime Ouais. bien. On fait la pub pour le tube. Le meilleur endroit pour faire la fête à Montpellier. Le mas du cheval? Très bien, on garde. Quel est le lieu où tu vas te ressourcer à Montpellier? La cathédrale. La cathédrale qui est dans le centre-ville de Ouais. Montpellier, dans Mm. l'Écusson. C'est ça. C'est quelque chose où tu te sens à l'aise dedans et qui te fait du bien? Tout le temps, ouais. C'est que j'aille bien ou que j'aille pas bien. Je sais que j'essaye d'y aller au moins une fois par semaine. En Ok. fait, l'énergie qu'elle me procure quand j'arrive même juste devant, elle est tellement immense au milieu en fait du centre-ville. C'est juste Ah ouais. incroyable. Mais Eva, un message que tu laisserais aux Montpelliérains? Vous pouvez réussir, devenir une star, vivre vos rêves, vos passions, tout en restant habité à Montpellier. Vous n'avez pas besoin d'aller à Paris. Donc restez à Montpellier et vivez vos rêves. Génial. Un message que tu laisserais à ta fille? Pareil, fonce, vis tes rêves, crois en toi et juste vis quoi. Vie. On vit. Merci Voilà. Maëva. Merci à toi. C'était un très bon moment. Merci, oui. Une personne très inspirante et j'espère qu'il va vous inspirer. Maintenant, pour terminer, si tu devais décrire Montpellier par un mot ou une phrase pour conclure ce podcast, tu dirais quoi? Bon vivre. Voilà, on est bien à Montpellier, on a autant la mer que la montagne, la fête que comme des choses, des randonnées. Donc tout est bon. Tout est bon. Avec plaisir.